Salutations, passionnés d'histoire. Bienvenue sur WW2FRA. Allons droit au but, mais c'est crucial. Notre objectif de 500 abonnés est en vue, et nous avons besoin de votre ultime coup de main. Si vous aimez la profondeur et la rapidité de notre contenu, n'hésitez plus. Cliquez sur s'abonner maintenant et rejoignez l'évolution de la chaîne. Le vote pour le prochain épisode est ouvert. Quel sujet brûlant et polémique voulez-vous voir décortiqué? Laissez votre suggestion. Voilà, maintenant, sans plus tarder, passons au sujet du jour. Comment les batailles aériennes nocturnes ont changé le cours de la guerre au milieu des tempêtes de glace. En avant. L'année est incertaine, mais l'ère, elle, ne l'est pas. Un temps d'obscurité et de désespoir, où le destin du monde ne tenait qu'à un fil ténu. Au plus fort d'un conflit mondial qui engloutissait des continents, une force aérienne, autrefois inébranlable, dominait les cieux nocturnes avec une arrogance glaciale. Ces avions, prédateurs de métal et de feu, déchiraient le manteau d'obsidienne, leur rugissement résonnant comme la voix même de la mort au-dessus des villes endormies. Il n'y avait pas de frontières à sa fureur. La nuit était son allié, le voile parfait pour ses incursions destructrices. Des pilotes, jeunes et confiants, sentaient la puissance vibrer au bout de leurs doigts, les mains fermes sur les manches, les yeux fixés sur l'obscurité pointillée d'étoiles lointaines et, plus bas, par les faibles lumières d'une Europe en agonie. L'odeur métallique du carburant, de l'huile brûlée et de la fumée de poudre remplissait les cockpits, se mêlant à l'haleine froide de l'oxygène raréfié. C'était un parfum de domination, de technologie implacable, un hymne silencieux à sa suprématie aérienne. Chaque mission était une promesse de destruction, un coup précis au cœur de l'ennemi. Les forteresses volantes, avec leurs silhouettes imposantes et leurs ailes s'étendant sur des dizaines de mètres, partaient en escadrons qui semblaient infinis, une légion d'acier et de poudre naviguant sur le vaste océan noir du ciel. Leurs cibles étaient des villes vibrantes, des usines stratégiques, des ports vitaux, les nerfs et les artères de la résistance adverse. Les bombes, telles des tonnerres silencieux en altitude, dévalaient vers le sol, annonçant l'arrivée d'un enfer bien particulier. Le bruit des explosions, étouffé par l'altitude, parvenait néanmoins aux oreilles des membres d'équipage comme une symphonie macabre de succès, un témoignage de leur efficacité létale. La confiance était palpable, une armure invisible contre toute menace, un bouclier contre le doute. Ils se croyaient invincibles. Les cieux étaient leur domaine, chaque nuage, chaque courant d'air, un allié dans leur marche inexorable. Les ennemis, de simples points scintillants sur le radar, des cibles à abattre avec une précision chirurgicale, comme des insectes sous une botte. Les défenses anti-aériennes, aussi féroces fussent-elles, et même si leurs projectiles traçaient des arcs lumineux dans l'obscurité, ne semblaient être qu'un spectacle de feux d'artifice irritant en dessous d'eux, incapables de toucher la majesté et la vitesse de leurs machines volantes. La mort était une compagne lointaine, une possibilité reculée, un fantôme qui ne hantait que les moins chanceux, jamais les audacieux, les élus. Mais la nature, indifférente aux ambitions humaines et au fracas de la guerre, observait avec une patience ancestrale. Le climat, maître imprévisible et incontrôlable, préparait sa propre scène pour un drame sans précédent, où le véritable ennemi ne serait pas fait de chair et d'os mais de glace et de vent. Les températures aux altitudes de croisière chutaient vertigineusement, atteignant des niveaux qui défiaient la survie elle-même. Les courants d'air, autrefois alliés dans leur voyage, commençaient à murmurer des promesses de trahison, de turbulence et de chaos. Le ciel, qui semblait être un manteau protecteur et un chemin sûr, était sur le point de se révéler un bourreau impitoyable, un piège mortel. Les premiers signes étaient subtils, presque imperceptibles pour des esprits concentrés sur la destruction. Une brume dense qui s'élevait des plaines gelées, se transformant rapidement en nuages lourds et chargés, avec une texture presque solide. Des gouttelettes d'eau surfondues qui gelaient instantanément au contact des surfaces métalliques des ailes, des gouvernes, des hélices, créant une couche insidieuse de glace, un froid mordant qui s'infiltrait dans les cockpits, défiant les radiateurs rudimentaires et la résilience des hommes, engourdissant les doigts, brouillant la vue. Levant auparavant un murmure lointain, hurlait maintenant en signe de protestation, un sombre présage, un avertissement ignoré. Mais la confiance était aveugle, la foi dans la technologie, inébranlable. L'arrogance était la brume la plus dense de toutes. Ils avançaient inconscients de la tempête qui se formait dans les coulisses de l'atmosphère,
une tempête de glace et de mort qui ne faisait aucune distinction entre uniforme ou idéologie. Les radars, les communications radio, les stratégies de bombardement, tout semblait fonctionner avec une efficacité mortelle, un engrenage d'anéantissement parfaitement huilé. La machine de guerre, mue par l'ambition effrénée et la certitude inébranlable de la victoire, se croyait immunisée, incassable. Du moins, le pensait-il. L'hiver arrivait, non seulement sur la terre ravagée par la bataille, mais dans les hauteurs glaciales, au cœur de la domination aérienne. Et avec lui, un ennemi plus cruel, plus impitoyable et plus omniprésent que n'importe quelle armée humaine n'avait jamais affronté. Qu'adviendrait-il lorsque l'arrogance militaire rencontrerait la fureur indomptable de la nature, lorsque la domination des cieux se transformerait en un piège glacial, un tombeau blanc dans les nuages, lorsque la technologie plierait devant le chaos élémentaire? La réponse était sur le point d'être écrite avec de la glace, du sang et du métal tordu dans les annales de l'histoire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez la légion d'historiens qui dévoilent les secrets des cieux nocturnes et des batailles oubliées. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette saga épique. Les premières vagues de bombardiers, géants de métal défiant la gravité, avaient déchiré les cieux avec une précision effrayante. Leurs moteurs, symphonie de puissance et de destruction, poussaient les machines vers l'avant, en direction des cibles désignées. Au sol, les villes ennemies brûlaient. Leurs défenses anti-aériennes, malgré leur férocité, étaient systématiquement submergées par la coordination implacable et le volume écrasant des incursions. Les pilotes, le sang bouillonnant d'adrénaline, se sentaient invulnérables dans leur cockpit glacial, observant les explosions lointaines comme des feux d'artifice macabres. Chaque mission réussie alimentait la conviction que la victoire était inévitable, une question de temps et de bombardement suffisant. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes, pertes minimes, dégâts maximaux. La stratégie semblait infaillible. Les escadrons de chasseurs, agiles et létaux, balayaient les cieux ouvrant la voie aux bombardiers, s'engageant dans des duels aériens qui étaient plus un spectacle qu'un défi. Les ennemis, aussi braves fussent-ils, semblaient toujours avoir un pas de retard, leurs avions plus lents, leurs tactiques moins raffinées. Le rugissement des canons, l'odeur âcre de la poudre et l'éclat des balles traçantes étaient les compagnons constants de ces jeunes guerriers, qui voyaient le combat aérien comme une danse mortelle, une preuve de leur supériorité technique et de leur courage individuel. À chaque victoire, le moral montait, la fierté gonflait, et la certitude de leur invincibilité se solidifiait. Le monde semblait se plier à leur volonté, à leur force aérienne inébranlable. Mais alors, le changement. Non pas un ennemi visible, pas une contre-attaque orchestrée, mais une force ancestrale, silencieuse et implacable. L'air, auparavant simplement froid, se transforma en un rasoir invisible qui coupait la peau, même à travers les uniformes épais. Les petites taches de glace sur les ailes, ignorées jusque-là, se mirent à grandir, à se répandre, comme une maladie maligne rongeant le métal. La brume dense qui s'était élevée des plaines n'était plus seulement une vision lointaine, mais une paroi opaque, engloutissant des escadrons entiers, désorientant les pilotes, transformant le ciel familier en un labyrinthe blanc et létal. Le murmure du vent, auparavant un simple détail, devint un hurlement assourdissant, une plainte de mauvais augure qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. La glace, le véritable ennemi, commença à s'accumuler sur les surfaces de contrôle, rendant les avions lourds, lents, presque impossibles à manœuvrer. Les hélices, auparavant des tourbillons de puissance, devinrent des pales lourdes, recouvertes d'une couche insidieuse qui diminuait drastiquement leur efficacité. Les ailes, conçues pour fendre l'air, luttaient maintenant contre le poids croissant de la glace, menaçant de perdre leur portance. À l'intérieur des cockpits, le froid pénétrait chaque fibre, gelant les instruments, embuant les pare-brises, transformant les gants et les bottes en de simples enveloppes de glace. Les radios, auparavant des canaux de communication clairs, crépitèrent maintenant d'électricité statique, des voix déformées se mêlant aux hurlements du vent et aux cris de désespoir. Ce qui était auparavant un voyage de confiance et de puissance se transforma en un cauchemar glacial. L'enfer n'était pas au sol en flammes, mais dans les hauteurs gelées. L'odeur métallique du carburant et de la poudre fut remplacée par l'odeur âcre de la glace et de l'humidité, mêlée à la sueur froide de la peur. Les lumières des avions ennemis, qui étaient auparavant des cibles claires, disparurent dans la brume et l'obscurité amplifiée par la tempête. Les pilotes, autrefois seigneurs des cieux,
devinrent prisonniers de leur propre machine, luttant non pas contre l'ennemi humain, mais contre la fureur indomptable de la nature. Le bruit des explosions ennemies fut remplacé par le craquement de la glace sur les ailes, par le grincement de la structure métallique sous le stress et par le silence terrifiant lorsqu'un moteur lâchait, étouffé par le froid et l'humidité. L'arrogance fit place à la panique. L'invincibilité devint vulnérabilité. Le ciel, qui était une scène de gloire, se transforma en un tombeau blanc, un abîme glacial où machines et hommes étaient engloutis sans pitié. Les pilotes, autrefois confiants, luttaient maintenant non pas pour bombarder, mais pour survivre, pour maintenir leurs avions en l'air pendant 1 minute de plus, 1 seconde de plus, tandis que la glace s'accumulait et que les vents les jetaient comme des jouets. L'enfer gelé était arrivé, et aucune technologie, aucun entraînement ne pouvait les préparer à la brutalité de la tempête. C'était une bataille pour laquelle il n'y avait ni carte, ni stratégie, seulement la lutte désespérée pour la vie. L'enfer gelé n'était pas une métaphore, mais une réalité brutale qui engloutissait les cieux nocturnes. Le silence de l'altitude, auparavant ponctué seulement par le rugissement des moteurs, fut envahi par le craquement incessant de la glace qui se formait sur le métal, un son sinistre qui semblait mâcher les ailes et les fuselages. Les avions, autrefois symboles de puissance, devinrent des coquilles fragiles, leur surface aérodynamique déformée par la couche insidieuse. Les commandes, auparavant réactives au moindre contact, pesaient maintenant comme du plomb, luttant contre la résistance de la glace qui les emprisonnait. Chaque manœuvre était une bataille, chaque seconde en l'air, une éternité d'efforts. À l'intérieur des cockpits, le froid était un tortionnaire implacable. Il pénétrait les combinaisons de vol, les vestes en cuir, les gants les plus épais. Les doigts des pilotes, autrefois agiles sur les boutons et les leviers, étaient engourdis, raides, perdant toute sensibilité. La vision était un flou constant. La glace s'accumulait sur les pare-brises, transformant l'obscurité extérieure en un mur impénétrable de cristal. Les instruments de navigation, vitaux dans la cécité de la nuit, commençaient à lâcher, leurs aiguilles tremblantes, leurs lumières vacillantes, victimes de l'humidité et du froid extrême. L'odeur de kérosène et d'huile laissait place à une odeur humide et métallique, l'odeur du désastre imminent. Le combat aérien, qui exigeait auparavant précision et audace, se transforma en un chaos aveugle. Les avions ennemis, désormais visibles uniquement comme des ombres fugaces ou des éclairs lointains de mitrailleuses, au milieu de la brume glaciale, étaient une menace secondaire par rapport à la nature. Le bruit des moteurs, auparavant un hymne de force, s'étouffait, toussait, lâchait. L'un après l'autre, les bombardiers, ces géants qui semblaient invincibles, commencèrent à perdre de l'altitude, leurs ailes trop lourdes pour l'air raréfié et glacial. Le hurlement du vent, auparavant un présage, était maintenant la plainte de ceux qui tombaient. Soudain un fracas, non pas d'une bombe ennemie mais de l'avion lui-même. Une aile, surchargée par la glace et la tension structurelle, se rompit avec un cri métallique qui résonna dans le cockpit. L'avion vira violemment, tombant en vrille, un tourbillon incontrôlable de métal et d'hommes. Les cris des membres d'équipage, mêlés au bruit du vent et du métal tordu, étaient étouffés par la distance, mais l'image de la traînée de fumée et de glace, rayant le ciel nocturne avant de disparaître dans les nuages, resta gravée dans l'esprit de ceux qui luttaient encore. Au sol, les défenses anti-aériennes ennemies, qui semblaient auparavant impuissantes, avaient maintenant une chance. Elles n'avaient pas besoin de viser avec précision. Il suffisait de tirer en l'air en direction des sons de moteurs défaillants et des silhouettes chancelantes. Les projectiles traçants, qui étaient auparavant de simples points de lumière dans l'obscurité, trouvaient maintenant des cibles plus lentes, plus vulnérables, plus désespérées. Le feu antiaérien, auparavant une nuisance, devint le coup de grâce pour de nombreux avions déjà moribonds. Le ciel, qui était un champ de bataille, se transforma en un cimetière flottant, avec des débris tombant comme de la grêle métallique, se dispersant sur des paysages désolés et parfois sur des villages endormis. La perspective des civils était d'horreur et de confusion. Habitués au bruit lointain des bombardements, ils entendaient maintenant un nouveau type de bruit, le bruit d'avions en détresse, de moteurs qui s'étouffaient, d'explosions plus proches que d'habitude. Les maisons tremblaient non seulement avec les bombes, mais avec la chute de débris, avec l'impact d'aéronefs qui se désintégraient sur le sol gelé. Des familles entières, réfugiées dans des abris souterrains, sentaient le sol trembler avec une fréquence et une intensité alarmantes.
sachant que quelque chose de terrible se passait au-dessus. Les cris de secours des pilotes, lorsqu'ils parvenaient à s'éjecter ou à survivre à une chute partielle, étaient rapidement réduits au silence par le froid mordant et l'indifférence de la neige. Il n'y avait plus de gloire, seulement la lutte pour la survie. L'héroïsme fit place à l'instinct animal de rester en vie. Les pilotes, autrefois guerriers audacieux, se transformèrent en naufragés dans un océan glacial d'air. À chaque moteur qui se taisait, à chaque avion qui disparaissait, l'espoir diminuait. L'odeur de métal brûlé, de carburant répandu et de sang gelé flottait dans l'air, un linceul invisible qui enveloppait tout. Le ciel, autrefois le domaine de l'homme, était devenu le domaine de la glace et de la mort. C'était le cœur du conflit, où l'ennemi ne portait pas d'uniforme, mais la fureur implacable de la nature. Le cœur du conflit était l'enfer gelé, et l'enfer se transformait maintenant en un piège, un siège impitoyable où l'ennemi n'était pas vu, mais ressenti dans chaque fibre, dans chaque os. Les avions, autrefois symboles de puissance et de liberté, devinrent des prisons métalliques, suspendues dans un abîme blanc et glacial. L'isolement était absolu, une torture sensorielle. Dehors, la tempête de neige aveuglait, transformant le monde en un écran opaque de blanc furieux. À l'intérieur, le cockpit était un faux sanctuaire, envahi par le froid qui s'infiltrait par les fentes, gelant les panneaux, les fenêtres, l'espoir. Les communications radio, auparavant vitales, étaient maintenant une plainte de statique, un chœur de voix déformé qui se perdait dans le hurlement assourdissant du vent. Cris de désespoir, appel à l'aide, la confirmation d'un crash lointain, tout se mélangeait dans un amalgame de bruits blancs, un épitaphe aérien pour ceux qui tombaient. Chaque pilote, chaque membre d'équipage était seul, entouré d'une solitude glaciale qui était plus terrifiante que n'importe quelle attaque ennemie. La vastitude du ciel, auparavant une invitation à la conquête, se révélait un tombeau sans frontières. La pénurie n'était pas de munitions, mais de temps, de chaleur, de carburant. Les réservoirs se vidaient à une vitesse alarmante, les moteurs travaillant sous stress maximal pour combattre le poids de la glace et la fureur du vent. Les systèmes de chauffage, déjà précaires, lâchaient un par un, transformant l'intérieur des aéronefs en chambres froides. Les pilotes tentaient désespérément d'enlever la glace des ailes et des pare-brises, grattant avec leurs mains gantées, avec tout objet qu'ils pouvaient trouver, une lutte inutile contre la couche insidieuse qui se reformait aussi rapidement qu'elle était enlevée. Les gants gelaient sur les manches, les doigts collaient au métal, et la douleur aiguë du froid était une constante, un rappel de leur vulnérabilité. L'effondrement moral et physique était inévitable. L'épuisement atteignait les limites humaines. Des heures de vol sous tension maximale, la lutte constante contre les éléments, la vision de compagnons disparaissant dans les nuages, tout cela exigeait son tribut. Les visages des hommes, autrefois jeunes et confiants, étaient maintenant pâles, marqués par la peur et la fatigue, recouverts d'une fine couche de glace. Des tremblements incontrôlables secouaient leur corps, la vision se brouillait, et l'esprit, auparavant aiguisé, commençait à jouer des tours, murmurant des promesses de chaleur, de repos, d'une faim. Certains succombaient, leurs corps inertes dans les cockpits glaciales, leurs mains toujours accrochées aux commandes, une image fantomatique du sacrifice. Au sol, la tragédie se déroulait. Les civils, qui se cachaient auparavant des bombardements, observaient maintenant les cieux avec horreur. Ce n'étaient plus seulement les bruits lointains d'explosions, mais les bruits troublants de moteurs qui s'étouffaient, d'avions tombant en morceaux. Des débris métalliques et des corps gelés tombaient des hauteurs, se dispersant dans les champs et les forêts, et, dans certains cas, sur les quelques maisons qui restaient encore. Des familles entières, réfugiées dans des caves humides, sentaient l'impact, le tremblement de la terre, et savaient que la mort venait d'en haut, mais pas des bombes ennemies, mais de la fureur élémentaire. Les quelques survivants de chutes partielles étaient retrouvés des jours plus tard, gelés dans la neige, ou rampant avec des blessures graves et des engelures sévères. Beaucoup étaient capturés, épuisés et désorientés, faisant face à un destin incertain dans des camps de prisonniers, où le froid et la faim continueraient leur torture. Les atrocités n'étaient pas commises par des hommes, mais par la nature implacable, qui ne faisait pas de distinction entre combattants et civils, entre vainqueurs et vaincus. Le piège était tendu, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à sa morsure glaciale. Le ciel, qui était autrefois une frontière à conquérir, était devenu un enfer blanc, un purgatoire de métal et de chair, où l'espoir mourait lentement, gelé par le vent et la glace. C'était le siège final, et le prix de l'arrogance était payé en vie et en âme.
Le siège se resserrait et l'enfer gelé atteignait son point le plus cruel, son paroxysme de désespoir. Le ciel, autrefois une vaste scène d'ambition, se transforma en un hachoir de chair et de métal, une fournaise de glace où la vie s'éteignait avec une rapidité terrifiante. Le hurlement du vent n'était plus une plainte lointaine, mais un cri guttural, la voix de la mort elle-même, secouant les avions comme des feuilles mortes dans un vent de tempête. Les structures métalliques, sous le poids implacable de la glace et la violence de la turbulence, grinçaient et gémissaient, chaque son une promesse de désintégration imminente. À l'intérieur des cockpits, la panique était un invité constant. Les pilotes, le visage pâle et les lèvres gercées par le froid, luttaient désespérément contre les commandes qui répondaient avec une lenteur agonisante, ou ne répondaient tout simplement pas. Les indicateurs de vitesse et d'altitude dansaient follement. Les boussoles tournaient sans but, et l'horizon artificiel, le seul point de référence dans la cécité blanche, lâchait misérablement. La visibilité était nulle. Chaque respiration était un effort, l'air raréfié et glacial brûlant les poumons. L'odeur d'ozone, de glace et de peur remplissait l'espace confiné, un mélange nauséabond qui annonçait la fin. Les tentatives de fuite étaient chaotiques et désespérées. Certains pilotes, dans un acte final d'instinct, tentèrent de plonger sous les nuages, cherchant le salut à des altitudes plus basses. Mais là, la tempête était encore plus féroce, avec des courants d'air violents qui jetaient les avions de haut en bas, testant les limites de leur structure et de la résistance humaine. D'autres tentèrent de grimper dans le vain espoir de trouver un ciel dégagé au-dessus des nuages, seulement pour se heurter à des températures encore plus glaciales, où la glace s'accumulait avec une férocité encore plus grande, transformant leurs avions en statues de glace volantes, trop lourdes pour se maintenir en l'air. Les moteurs, auparavant fiables, étaient à maintenant des machines à tousser et à s'étouffer. La glace se formait dans les prises d'air, asphyxiant les turbines, gelant les soupapes. Un par un, les rugissements puissants se turent, remplacés par un silence terrifiant qui annonçait la chute imminente. Le bruit d'un moteur défaillant était une sentence de mort, un prélude à ce qui allait arriver à beaucoup. Sans la puissance nécessaire, les avions perdaient rapidement de l'altitude, plongeant dans l'abîme blanc, leurs ailes se désintégrant sous la pression insoutenable. En bas, dans les bases aériennes, les commandants faisaient de face à des décisions déchirantes. Les rapports qui arrivaient étaient fragmentés, remplis de statique et de désespoir. Avions disparus, appels de détresse interrompus, la confirmation de crash. La carte des opérations, auparavant une mosaïque de routes précises, était maintenant un cimetière de points rouges, chacun marquant une vie perdue. Des ordres d'interrompre la mission furent émis, mais souvent ils arrivaient trop tard, ou n'arrivaient pas, perdus dans le chaos électromagnétique. L'arrogance initiale faisait place à un décompte désespéré des pertes, à une reconnaissance amère du fait que la nature, dans sa fureur, était l'ennemi invincible. Pour certains, la reddition était la seule option, non pas la reddition à l'ennemi humain, mais à la tempête elle-même. Avec les moteurs défaillants, les commandes gelées et le carburant s'épuisant, le seul espoir était un atterrissage d'urgence, une roulette russe au milieu de la cécité de la tempête de neige et des vents furieux. Beaucoup d'avions s'écrasèrent au sol dans des explosions spectaculaires, se transformant en bûchers funéraires dans la glace. D'autres parvinrent à atterrir dans des champs couverts de neige, leurs structures tordues, leurs membres d'équipage blessés et gelés, seulement pour être retrouvés des jours plus tard, ou capturés par les forces ennemies, un destin incertain les attendant dans des camps de prisonniers. Le coût humain était incalculable, non seulement les vies perdues, mais la mutilation, les engelures sévères, les membres amputés, les cicatrices qui ne guériraient jamais. Les quelques-uns qui revinrent portaient dans leurs yeux le vide de l'horreur, l'image des compagnons engloutis par la tempête, le bruit des cris étouffés par le vent. Pour ces hommes, la guerre n'était plus contre une armée, mais contre la mémoire d'un enfer blanc, un tombeau dans les nuages où l'invincibilité s'était brisée en éclats de glace et de métal. Le paroxysme ne fut pas une victoire, mais un carnage, une démonstration brutale de l'insignifiance humaine face à la fureur élémentaire. Lorsque la fureur de la glace se calma enfin, lorsque le hurlement du vent diminua jusqu'à un murmure macabre, ce qui resta ne fut pas la gloire de la victoire, ni la dignité de la défaite, mais le silence lourd de la dévastation. Le ciel, autrefois un champ de bataille,
se révéla un cimetière pointillé de débris tordus qui tombèrent comme de la grêle métallique sur le paysage gelé. L'illusion d'invincibilité avait été brisée, non par un ennemi humain, mais par l'indifférence brutale de la nature. Les quelques-uns qui survécurent à cet enfer blanc émergèrent des profondeurs du cauchemar, portant des cicatrices qui allaient bien au-delà de la peau. Leurs corps, autrefois robustes et entraînés, étaient marqués par le froid implacable, par les engelures qui avaient volé des doigts, des nez et l'espoir lui-même. Les membres amputés étaient un rappel constant du rasoir de glace qui avait tranché leur vie, mais les blessures les plus profondes étaient invisibles, gravées dans l'âme. Les esprits de ces hommes, auparavant concentrés sur la précision de la guerre, étaient maintenant hantés par les horreurs qu'ils avaient vues. Le bruit des moteurs qui se taisaient, les cris des compagnons perdus dans la brume, l'image des avions se désintégrant en explosions glacées. Le silence qui suivit la tempête était plus assourdissant que n'importe quelle explosion, faisant écho au vide laissé par ceux qui n'étaient pas revenus. Beaucoup furent faits prisonniers, traînés dans des camps d'internement glacial où le froid et la faim continuaient la torture commencée dans les cieux. Là, la ligne entre combattants et victimes se dissolvait, et la lutte n'était que pour la survie, jour après jour, sous le regard indifférent des gardes et du climat implacable. D'autres, blessés, revinrent dans des villes en ruine, confrontés à la dévastation qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. Leurs maisons, leurs familles, leur vie, tout était brisé, un reflet au sol du chaos qu'ils avaient affronté dans les cieux. Le traumatisme psychologique était un lourd fardeau, une ombre persistante qui les accompagnerait pour toujours, les transformant en fantômes d'eux-mêmes, hantés par la glace et la mort. Les leçons apprises furent amères, écrites avec de la glace, du sang et du métal tordu. La première, et peut-être la plus cruelle, fut celle des dangers de l'arrogance militaire. La croyance inébranlable dans la technologie, dans la supériorité stratégique et dans l'invincibilité humaine s'était effondrée face à la fureur indomptable de la nature. L'homme, avec toute son ingéniosité, était un être fragile, un point minuscule face à la vastitude et au pouvoir élémentaire. La nature ne faisait pas de distinction entre les uniformes, ni les idéologies, ni la foi aveugle dans la machine de guerre. Elle existait simplement, et dans son existence, elle démontrait une capacité de destruction qui surpassait n'importe quelle arme créée par l'homme. Mais au milieu de cette tragédie émergea également la résilience inébranlable de l'esprit humain. Même face au désespoir absolu, à la mort imminente, beaucoup luttèrent jusqu'à leur dernier souffle, non par gloire, mais par la simple volonté de vivre, de voir un autre lever de soleil. La camaraderie, forgée dans l'enfer gelé, devint un lien indestructible, une preuve de la capacité humaine à trouver la force et la solidarité même dans les conditions les plus difficiles. C'était une leçon sur le coût inacceptable des décisions stratégiques erronées, où l'ambition aveuglait la raison et le mépris des éléments transformait un avantage en un piège mortel. Cet événement marqua un changement crucial dans le cours de la guerre aérienne. La nécessité de faire face à la glace et au froid n'était plus une considération secondaire, mais une priorité vitale. Il força le développement de nouvelles technologies, des systèmes de dégivrage plus efficaces pour les ailes et les hélices, un chauffage de cockpit plus robuste pour protéger les pilotes et l'amélioration des systèmes de radar pour naviguer à travers les tempêtes de neige les plus denses. La doctrine de combat aérien nocturne fut modifiée pour toujours, reconnaissant que l'ennemi le plus redoutable n'était pas toujours celui qui volait dans un avion opposé, mais celui qui se cachait dans les nuages, dans la température, dans l'atmosphère elle-même. Jamais plus l'arrogance ne permettrait que la nature soit sous-estimée. L'héritage de ces batailles aériennes nocturnes, au milieu des tempêtes de glace, reste vivant, un rappel sombre et puissant. Dans des mémoriaux silencieux, dispersés dans des champs reculés et des vallées gelées, où les débris gisent encore comme des monuments rouillés, les histoires de ceux qui sont tombés sont murmurées par le vent. Des livres ont été écrits, racontant les exploits et les sacrifices, les épreuves et les horreurs. Des films ont tenté de capturer l'intensité de cet enfer blanc, mais aucun écran ne pourrait jamais vraiment transmettre le froid mordant, la peur viscérale, le sentiment d'impuissance face à la fureur élémentaire. Les cicatrices restent sur la terre, dans des cratères qui ont marqué le sol, dans des fragments de métal qui émergent de la neige au dégel du printemps. Et plus profondément dans l'âme du peuple, une mémoire collective de cette campagne glaciale,
un rappel éternel du prix de la guerre et de l'humilité que l'homme doit avoir face au pouvoir incontrôlable de la nature. Les étoiles, qui furent un jour des guides, témoignèrent de la tragédie, et le ciel, qui fut une scène d'ambition, devint un épitaphe. La mémoire de l'enfer blanc ne s'est pas dissipée avec le dégel du printemps, ni avec le passage des années. Pour les quelques-uns qui revinrent, la guerre ne s'est jamais vraiment terminée. Elle persistait dans les cauchemars nocturnes, où le hurlement du vent et le grincement du métal étaient des bandes sonores constantes, et l'odeur d'ozone et de glace sèche imprégnait l'air de leurs rêves. Le traumatisme était un parasite rongeant la paix intérieure. Beaucoup souffraient d'un silence profond, incapables d'exprimer les horreurs qu'ils avaient vues, les images des avions tombant comme des étoiles filantes, les visages gelés des compagnons qui ne reverraient jamais le soleil. Le vide dans leurs yeux était un miroir de la vastitude glaciale qui les avait engloutis, et la joie autrefois vibrante avait été gelée, remplacée par une mélancolie permanente. La réintégration dans la société fut une bataille aussi ardue que celle qu'ils menèrent dans les cieux. Comment expliquer à une famille en deuil ou à un peuple qui célébrait des victoires sur d'autres fronts la cruauté d'un ennemi invisible et impitoyable? Les cicatrices physiques étaient visibles, les amputations, les marques d'engelure qui ne disparaîtraient jamais, mais les blessures de l'âme étaient invisibles, incomprises. Le sentiment de culpabilité du survivant était un lourd fardeau, une question constante résonnant dans leurs esprits. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? La solidarité forgée dans la chaleur de la bataille et le froid mortel se transforma en une solitude insupportable dans la paix, où seuls ceux qui avaient partagé le même enfer pouvaient vraiment comprendre la profondeur de leur souffrance. Sur le front intérieur, la tragédie de ces batailles aériennes nocturnes résonna avec un écho douloureux. Les familles des pilotes disparus vivaient dans un limbo d'incertitude, sans corps à pleurer, sans tombe à visiter. Le ciel, auparavant une source d'espoir et de fierté, devint un symbole de peur et de perte. Les communautés qui avaient célébré chaque décollage observaient maintenant le ciel nocturne avec appréhension, chaque rafale de vent un rappel des fils qui ne reviendraient pas. La perception de la puissance aérienne, autrefois presque mythique, fut durement touchée. Il n'y avait pas que les ennemis qui pouvaient abattre les géants de métal. La nature elle-même, dans sa fureur indomptable, s'était avérée l'adversaire le plus létal, le plus imprévisible. Les fantômes du passé n'étaient pas seulement les âmes de ceux qui étaient tombés, mais les ruines silencieuses qui parsemaient le paysage. Des fragments de métal tordus, des ailes brisées et des fuselages écrasés émergeaient de la neige au dégel, comme les os de géants endormis. Ces débris, dispersés sur de vastes zones reculées, devinrent des mémoriaux involontaires. Chaque pièce rouillait un épitaphe pour l'ambition humaine et pour la fragilité de la vie. Des explorateurs et des historiens, des années plus tard, trouvaient encore ces vestiges. Chaque découverte un frisson dans le dos, un témoignage muet du carnage silencieux qui s'était déroulé dans les cieux. Les leçons technologiques, bien que coûteuses, furent internalisées. La course pour développer des aéronefs plus résistants à la glace, des systèmes de chauffage plus efficaces et des technologies de navigation qui pouvaient percer la cécité de la tempête de neige devint une priorité absolue. Ingénieurs et scientifiques travaillaient sans relâche, poussés par la mémoire de ceux qui s'étaient perdus, pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Chaque avancée en dégivrage, chaque amélioration du radar, chaque panneau chauffé dans le cockpit était un hommage au sacrifice fait, une tentative de dompter la fureur de la nature avec l'ingéniosité humaine. Mais la leçon la plus profonde n'était pas sur la technologie, mais sur l'humilité, l'arrogance qui avait propulsé la campagne initiale, la croyance que l'homme pouvait conquérir n'importe quel élément, fut écrasée sous le poids de la glace. La guerre n'était pas seulement contre une autre armée, elle était contre le monde lui-même, et l'homme, avec toute sa technologie et sa puissance de feu, n'était qu'une petite partie d'un écosystème vaste et impitoyable. Cette campagne glaciale força une réévaluation fondamentale de la stratégie militaire, de la logistique et par-dessus tout, du respect que l'on doit à la nature. On ne pouvait pas simplement ignorer les éléments. Il fallait les comprendre, les respecter et, si possible, s'y adapter. Le ciel, qui fut un jour un champ de bataille, devint un maître sévère, enseignant des leçons que l'humanité ne pourrait jamais oublier. L'écho de ces batailles aériennes nocturnes résonne encore aujourd'hui,
non seulement dans les livres d'histoire, mais dans la culture elle-même. C'est devenu un symbole poignant de la brutalité de la guerre, du courage inébranlable des hommes contre des probabilités impossibles et de la résilience indomptable de l'esprit humain qui, même face à l'anéantissement, trouve un moyen de persister. C'est un rappel que les plus grandes batailles ne sont pas toujours menées contre un ennemi visible, mais contre les forces implacables de la nature et les limites de la condition humaine elle-même. La neige et la glace sont devenus les protagonistes d'une tragédie épique, un scénario où l'ambition humaine a trouvé sa limite la plus froide. Les cicatrices invisibles, plus profondes que n'importe quelle blessure physique, continuaient de saigner dans l'âme des survivants. La mémoire de l'enfer blanc n'était pas un simple chapitre clos, mais un livre ouvert, lu et relu dans les silences de la nuit. Pour beaucoup, la capacité de ressentir une joie pleine avait été amputée, remplacée par une ombre perpétuelle, un voile de mélancolie qui teintait chaque moment. Ils étaient les gardiens silencieux d'une vérité brutale, témoins d'un pouvoir qui transcendait la compréhension humaine, un pouvoir qui avait brisé l'illusion de contrôle et d'invincibilité. Le hurlement du vent nocturne, auparavant un présage de mort, devint un compagnon constant, une plainte que seuls eux pouvaient entendre, portant les échos des cris étouffés et des moteurs réduits au silence. La société, dans son empressement à aller de l'avant, échoua souvent à comprendre la profondeur de cet abîme. Les héros de guerre célébrés lors de défilés n'étaient, pour eux-mêmes, que des survivants, des hommes marqués par une expérience indicible. Les familles tentaient de reconstruire, mais l'absence de ceux qui n'étaient pas revenus et la présence altérée de ceux qui étaient rentrés créaient des lacunes que le temps ne comblerait que difficilement. Les enfants grandirent en entendant des histoires murmurées, des fragments d'une horreur que leurs parents ne parvenaient pas à articuler complètement, mais qui se manifestaient dans les regards lointains, les cauchemars nocturnes et l'aversion pour toute mention de vol dans les tempêtes. L'héritage de la peur s'infiltra dans les générations, un héritage silencieux du conflit avec la nature. L'art et la littérature, avec le temps, tentèrent de donner une voix à cette tragédie. Des poèmes furent écrits, des chansons entonnées et des peintures dépeignirent la désolation des cieux et la fragilité des hommes face à la fureur des éléments. Ces expressions culturelles n'étaient pas seulement des enregistrements historiques, mais des tentatives de traiter le traumatisme collectif, de comprendre l'incompréhensible. Le enfer blanc cessa d'être un simple événement militaire pour devenir une métaphore puissante. Un symbole de l'ambition humaine qui défie les limites de la nature, de la vulnérabilité inhérente à la condition humaine et du coût moral et physique de la guerre. Les récits de courage et de sacrifice, mélangés à la cruauté de la mort et du désespoir, formèrent une mosaïque complexe de la mémoire collective. Le paysage, pour sa part, continua d'être un témoin muet. Des années après, on trouve encore des fragments d'avions dans des vallées reculées et des pics gelés, des capsules temporelles rouillées qui racontent l'histoire d'un affrontement inégal. Chaque pièce de métal tordue, chaque tache sombre dans la neige qui fut un jour du sang, est un mémorial non officiel, un sanctuaire naturel qui invite à la réflexion. Ces lieux de crash, souvent inhospitaliers et difficiles d'accès, devinrent des points de pèlerinage pour les historiens et les curieux, qui cherchent dans ces vestiges l'écho des événements, le contact glacial de l'histoire, le souvenir que le ciel peut être à la fois un chemin vers la gloire et un tombeau sans pierre tombale. La campagne aérienne nocturne dans les tempêtes de glace redéfinit le concept de stratégie militaire. La nature, auparavant considérée comme une toile de fond, émergea comme un combattant implacable, exigeant une réévaluation profonde de toutes les opérations. Les stratèges militaires furent contraints d'intégrer la météorologie comme un facteur critique, non seulement prédictif, mais décisif. Le respect des éléments devint une maxime, la sous-estimation de la nature, une erreur fatale. Cette leçon, gravée au fer et à la glace, influença la conception des aéronefs, l'entraînement des pilotes et la planification des missions dans le monde entier, garantissant que l'homme n'affronterait plus jamais les cieux sans la révérence due à son pouvoir incontrôlable. La résilience humaine, bien que testée jusqu'à la limite de la rupture, émergea comme un phare d'espoir. Non pas la résilience de la machine, mais celle de l'esprit. La capacité d'un être humain à supporter le froid, la faim, la peur et la solitude, à se battre pour chaque respiration, pour chaque battement de cœur, même lorsque tout semblait perdu, est le véritable héritage de ces hommes.
Ils furent contraints d'affronter non seulement un ennemi dans les airs, mais eux-mêmes, leurs propres limites et la vastitude indifférente de l'univers. Et dans leur lutte, même dans la défaite, ils démontrèrent la force inébranlable de la volonté de vivre, un témoignage silencieux de la capacité de l'humanité à résister, à apprendre et finalement à guérir. L'enfer gelé fut, paradoxalement, un creuset où la véritable essence de l'humanité fut forgée. L'héritage de cet enfer blanc persista, enraciné non seulement dans la mémoire collective, mais dans la psyché même de ceux qui l'ont supporté. Des décennies passèrent, mais pour les vétérans, le temps était une illusion. Le froid mordant, l'odeur de métal brûlé et l'obscurité abyssale des cieux nocturnes restaient aussi vifs que le jour où ils furent contraints d'affronter l'abîme. Beaucoup se retirèrent, prisonniers de leur propre traumatisme, ne trouvant de réconfort que dans la compagnie silencieuse d'autres qui avaient partagé le même purgatoire. La société, dans sa hâte de reconstruire, ne sut souvent pas comment étreindre ces fantômes vivants, les laissant en marge, portant seul le fardeau d'une vérité trop brutale pour être prononcée à voix haute. Les familles de ceux qui n'étaient pas revenus continuèrent de chercher des réponses, de s'accrocher à n'importe quel fragment d'espoir, même lorsque la raison leur disait que c'était futile. Le vide laissé par chaque fils, mari ou père perdu dans la tempête de glace était un trou noir qui engloutissait la joie, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la cruauté de la guerre. Le ciel nocturne, auparavant scène de rêve et d'aspiration, était maintenant un voile de deuil, où chaque étoile scintillante semblait être une âme perdue, gelée à jamais dans la vastitude indifférente du cosmos. L'absence d'une tombe, d'un corps à pleurer, transformait le deuil en une plaie ouverte, qui ne cicatrisait jamais complètement. Avec le passage des générations, l'histoire de l'enfer blanc transcenda le simple récit militaire pour devenir une épopée, un conte d'avertissement. Les historiens dévoilèrent les archives, les ingénieurs analysèrent les plans, et les psychologues tentèrent de comprendre l'étendue de l'impact humain. L'événement en vint à être étudié non seulement comme un échec stratégique, mais comme une étude de cas sur les limites de la technologie, l'imprévisibilité de la nature et la résilience ahurissante de l'esprit humain. L'arrogance initiale, qui avait mené à la sous-estimation des éléments, devint un épitaphe pour la présomption, un rappel sombre que la puissance de l'homme, aussi avancée soit-elle, était minuscule face à la force primordiale de la Terre. Le enfer blanc s'est gravé dans la mémoire culturelle comme un symbole poignant. Ce n'était pas seulement une bataille, mais un affrontement existentiel. Des films et des documentaires cherchèrent à recréer l'atmosphère oppressante, le froid qui pénétrait les os, le bruit assourdissant du vent et des moteurs défaillants, la solitude terrifiante d'être suspendu entre la vie et la mort dans un cercueil de métal gelé. Des livres racontèrent les histoires des héros anonymes, des ingénieurs qui luttèrent pour adapter la technologie et des civils qui virent la chute des géants des cieux. Chaque représentation, aussi vivante soit-elle, n'était qu'un écho lointain de la réalité, une tentative de transmettre l'indicible, de faire comprendre aux générations futures le coût de cette ambition. Les lieux de crash, auparavant de simples points géographiques, devinrent des sanctuaires de réflexion. Des expéditions de recherche et de récupération, menées des années plus tard, mirent au jour plus que des débris. Elles mirent au jour des artefacts personnels, des montres arrêtées dans le temps, des lettres non envoyées, des photographies délavées, des fragments de vie interrompus qui parlaient plus fort que n'importe quel rapport de bataille. Chaque découverte était un frisson, une connexion tangible avec la souffrance et le courage de ceux qui avaient péri. Ces vestiges rouillés, corrodés par le temps et les éléments, étaient éloquents dans leur silence. Chaque pièce un mémorial non officiel, un hommage à ceux qui avaient affronté l'ennemi invisible et impitoyable des cieux gelés. La doctrine militaire fut réécrite avec le sang et la glace de cette campagne. La planification des opérations aériennes, en particulier dans des environnements extrêmes, incorpora des leçons amères sur la météorologie, la physiologie humaine à haute altitude et la nécessité de systèmes de survie plus robustes. L'aviation moderne doit beaucoup aux sacrifices faits lors de ces nuits glaciales. Chaque système de dégivrage, chaque cabine pressurisée et chauffée, chaque avancée dans la navigation par radar est un hommage silencieux aux hommes qui, sans le savoir, ont pavé la voie à un vol plus sûr. La nature avait donné une leçon brutale, et l'humanité, dans sa quête incessante de dépassement, fut contrainte d'apprendre. Le ciel, autrefois une scène de gloire, devint un maître rigoureux, et ces leçons résonnent encore aujourd'hui.
Les leçons de cet enfer blanc, gravées non seulement dans les débris gelés, mais dans les âmes marquées, résonnent à travers le temps. Une plainte continue contre l'arrogance et la sous-estimation. La campagne aérienne nocturne dans les tempêtes de glace ne fut pas seulement une série de batailles perdues. Ce fut un tournant, un moment où l'humanité fut contrainte d'affronter ses propres limites face à la majesté implacable de la nature. Chaque avion abattu, chaque vie perdue dans l'abîme gelé, devint un épitaphe silencieux, non seulement pour les hommes qui volèrent, mais pour l'ère d'une présomption qui croyait pouvoir dominer n'importe quelle force, n'importe quel élément. Le ciel, qui fut un jour le théâtre de la gloire, se transforma en un tombeau glacial, un rappel perpétuel de la fureur incontrôlable de la Terre. L'histoire de ces nuits glaciales est plus qu'un enregistrement militaire. C'est un miroir pour la condition humaine, reflétant la fragilité de nos corps et la résilience inébranlable de notre esprit. Les hommes qui affrontèrent cette terreur ne luttèrent pas seulement contre l'ennemi visible, mais contre le froid qui gelait les os, le vent qui déchirait les ailes, l'obscurité qui engloutissait l'espoir. Dans leur lutte désespérée pour la survie, ils révélèrent l'essence du courage et du sacrifice, la capacité de s'accrocher à la vie même lorsque la mort était une compagne constante. Leurs histoires, souvent inédites, sont la preuve que, même dans le plus profond désespoir, la flamme de l'humanité peut persister, têtue et brillante. Aujourd'hui, les avancées technologiques dans l'aviation, les systèmes de dégivrage qui protègent les ailes, les cabines pressurisées et chauffées qui assurent la sécurité des vols modernes, sont des hommages silencieux à ces pionniers forcés d'affronter l'inconnu. Chaque amélioration est une cicatrice transformée en sagesse, une leçon apprise à un coût incalculable. La météorologie n'est plus un simple détail, mais un facteur crucial dans la stratégie militaire et civile. Une reconnaissance de la force qui, autrefois sous-estimée, s'est avérée l'adversaire le plus létal. Le respect de la nature n'est plus une option, mais une maxime gravée au fer et à la glace dans la doctrine de vol. Les batailles aériennes nocturnes au milieu des tempêtes de glace sont plus qu'un chapitre de l'histoire militaire. Elles sont un symbole poignant de la brutalité de la guerre, du courage inébranlable et de la résilience indomptable de l'esprit humain. Chaque ruine est un cri contre la guerre, chaque éclat de métal dans la neige est un épitaphe pour ceux qui sont tombés, et le sang sur la neige est un rappel éternel de la fureur de la nature et de la folie du conflit. Le hurlement du vent nocturne porte encore les échos de ces batailles, une plainte qui nous invite à réfléchir sur le passé pour façonner un avenir plus conscient. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé.